Personne, cette nuit-là, n'aurait imaginé que l'homme, avec une serpillière à la main, était le seul capable d'empêcher un accord à un demi-milliard d'euros de s'effondrer. L'équipe de nuit laissait derrière elle une odeur persistante de nettoyant citron, mêlée à une déception silencieuse que seuls ceux qui travaillent dans l'ombre savent reconnaître. Julien Roux s'y était habitué. Il respirait lentement, profondément, comme s'il avait appris à filtrer l'air lui-même. Le parfum artificiel et le poids invisible de l'indifférence faisaient partie du décor. Chaque soir, à 22 heures précises, il enfilait son uniforme bleu foncé, attachait ses gants et poussait son chariot dans les couloirs immenses du siège social. Les murs de verre reflétaient les lumières blanches du plafond, les sols en marbre brillaient sous les néons et les ascenseurs glissaient sans bruit vers les étages où se prenaient des décisions colossales. Les employés passaient devant lui sans vraiment le voir. Certains parlaient fort au téléphone, d'autres marchaient vite, absorbés par des chiffres, des graphiques, des échéances. Julien baissait légèrement les yeux, non par honte, mais par habitude. L'invisibilité était devenue une seconde peau. Pourtant, il observait tout. Il savait quels cadres restaient tard par ambition et lesquels restaient par peur. Il reconnaissait les soupirs étouffés derrière les portes fermées. Il distinguait la fatigue dans les épaules tendues, même chez ceux qui prétendaient tout maîtriser. Être invisible lui donnait une position particulière, celle de témoin silencieux. Mais derrière cet homme discret se cachait une autre histoire. Au-dessus d'une laverie automatique du quartier Croix-Rousse, dans un appartement étroit où l'on entendait le ronronnement des machines jusqu'à minuit, l'attendait ce qui comptait réellement. Chloé, 8 ans, dormait dans une petite chambre aux murs couverts de dessins colorés. Elle gardait toujours son lapin en peluche serré contre elle, comme un talisman. Avant de partir travailler, Julien passait quelques minutes assis au bord de son lit. « Tu rentres quand je dors et tu repars quand je dors », avait-elle déjà murmuré un soir. Il avait souri doucement. « Mais je suis toujours là quand tu as besoin de moi. » Elle le croyait capable de tout réparer. Une fermeture éclair cassée, un devoir difficile, une dispute avec une amie. Dans son regard, il n'était pas un agent d'entretien. Il était un héros discret. Cette confiance était ce qui le tenait debout. Le jour, il se levait tôt malgré les nuits courtes. Il préparait les tartines, vérifiait le cartable, l'accompagnait à l'école en écoutant ses récits enthousiastes. Il connaissait le nom de sa meilleure amie, de sa maîtresse, même celui du poisson rouge de la classe. Puis il rentrait, dormait quelques heures et recommençait. Sur la table de la cuisine, l'avis de loyer restait parfois posé plusieurs jours avant qu'il ne trouve le courage de l'ouvrir. Les chiffres le fixaient avec une froideur implacable. Il calculait, ajustait, renonçait à certains extras. Chaque euro comptait. Pourtant, il n'avait pas toujours vécu ainsi. À l'université de Lyon, il avait été l'étudiant passionné qui posait trop de questions. La linguistique n'était pas pour lui une simple discipline académique. C'était une manière de comprendre le monde. Il était fasciné par la façon dont une langue façonne la pensée, dont une expression peut révéler toute une culture. Le mandarin l'avait particulièrement captivé. Au début, il avait été déstabilisé par les tons, par les caractères complexes. Puis, il y avait vu une architecture fascinante, une logique subtile. Un professeur lui avait dit un jour « Apprendre le mandarin, c'est apprendre à voir autrement ». Julien avait pris cette phrase au sérieux. Il passait ses soirées à mémoriser des caractères, à répéter des phrases à voix basse, à écouter des enregistrements jusqu'à s'endormir. Il rêvait de travailler entre l'Europe et l'Asie, de servir d'intermédiaire, de créer des ponts invisibles entre des mondes différents. Puis la réalité l'avait rattrapé. La naissance de Chloé a été le plus beau bouleversement de sa vie. Mais la fatigue, les responsabilités et les tensions avaient progressivement éloigné sa compagne. Un matin, elle était partie, laissant derrière elle une lettre courte et des excuses fragiles. Julien ne lui en avait jamais voulu complètement. Il n'en avait pas le temps. Il devait avancer. Il avait rangé son diplôme dans une chemise cartonnée, l'avait glissé dans un tiroir et accepté le premier travail stable qu'il avait trouvé. Nettoyer des bureaux n'était pas ce qu'il avait imaginé pour lui-même, mais c'était un salaire régulier. Pourtant, il n'avait jamais abandonné le mandarin.
En passant la serpillière, il murmurait des phrases. En vidant les poubelles, il reformulait mentalement des articles qu'il avait lus. Dans le bus nocturne, entouré de passagers fatigués, il faisait défiler des journaux chinois sur son téléphone fissuré. C'était sa façon de ne pas disparaître complètement. Ce mardi-là, quelque chose était différent. Dès le début de son service, il sentit une tension inhabituelle dans l'air. Les couloirs étaient encore animés à une heure tardive. Des plateaux repas circulaient. La sécurité était renforcée à l'entrée principale. En nettoyant près de la réception, il surprit une conversation. Des investisseurs de Pékin étaient présents pour finaliser un partenariat stratégique gigantesque. Un contrat capable de transformer l'avenir de l'entreprise. Julien hocha poliment la tête et continua son travail. Mais vers minuit, alors qu'il approchait de la salle du conseil, les voix devinrent plus tranchantes. La porte étant ouverte. L'anglais dominait, ponctué de silences lourds. Puis le mandarin, rapide, plus dur. Il ne cherchait pas à écouter. Pourtant, une phrase perça le brouhaha. Une incompréhension sur les attentes contractuelles. Il ralentit. Les tons utilisés par les investisseurs trahissaient une frustration croissante. Ce n'était pas seulement une question de mots, c'était une question de nuances, d'intentions mal interprétées. Puis, il entendit clairement « S'ils ne comprennent pas ce point, nous devrons peut-être tout reconsidérer. » Son cœur fit un bond. Il savait ce que cela signifiait. Pas une simple menace. Une perte de confiance. Julien resta figé dans le couloir, la main posée sur le manche de sa serpillière. Son esprit analysait instinctivement les bribes de conversation. Il comprenait où la traduction avait dérapé, une expression culturelle rendue trop littéralement, une flexibilité interprétée comme une exigence. Il regarda la porte entr'ouverte. Il pensa à son uniforme, à son statut, à la frontière invisible qui séparait ceux qui décident et ceux qui nettoient après. Puis il pensa à Chloé, à la manière dont elle disait « Papa, toi tu sais toujours quoi faire ». Son cœur battait plus vite. Il avait passé des années à se taire. Cette fois, le silence aurait un prix. Il inspira profondément, laissa son chariot contre le mur et leva la main vers la porte. Il frappa doucement. Le bruit résonna plus fort qu'il ne l'avait imaginé dans le silence tendu de la salle. À l'intérieur, les conversations s'interrompirent net. Une douzaine de regards se tournèrent vers la porte. Costume impeccable, ordinateur ouvert, dossiers épais. Et lui, en uniforme bleu foncé, debout sur le seuil. « Oui ?» lança Sophie Mercier, visiblement surprise. Julien sentit son cœur battre jusque dans ses tempes, mais sa voix resta stable. « Je suis désolé d'interrompre. Je crois qu'il y a un malentendu dans la traduction. Si vous le permettez, je peux peut-être aider à clarifier. » Un silence lourd tomba sur la pièce. L'interprète, un jeune homme nerveux, serra ses notes contre lui. Les investisseurs échangèrent un regard. Sophie observa Julien quelques secondes, évaluant la situation. « Vous parlez mandarin ?» demanda-t-elle. « Oui, madame. » L'un des investisseurs, un homme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, prit la parole en mandarin, volontairement rapide et chargé d'expressions idiomatiques. C'était un test. Julien répondit sans hésitation. Son accent était naturel, sa syntaxe fluide. Il ne traduisit pas immédiatement en français. Il répondit d'abord directement à l'investisseur, ajustant le ton avec respect. Un léger changement s'opéra dans la posture des invités, une attention nouvelle. Sophie inspira profondément. « Entrez, asseyez-vous. » Julien retira ses gants, les plia soigneusement et les glissa dans sa poche. Il prit place à l'extrémité de la table, conscient des regards posés sur lui, mais décidé à rester concentré. La réunion reprit. Très vite, il identifia le problème. Une clause concernant la flexibilité stratégique avait été traduite de manière trop rigide. Dans le contexte culturel chinois, l'expression utilisée suggérait une adaptation dans un cadre défini, pas une contrainte inflexible. Mais en français, elle sonnait comme une exigence ferme, presque autoritaire. Julien leva légèrement la main. « Si je peux me permettre, dit-il calmement, l'expression employée ici ne signifie pas une obligation stricte. Elle indique plutôt une volonté d'ajustement mutuel dans le respect d'un cadre commun. » Il traduisit ensuite en mandarin en choisissant des mots qui reflétaient la vision stratégique exposée par Sophie. L'investisseur principal hocha lentement la tête. La tension dans la pièce diminua d'un cran. Au fil des échanges, Julien fit bien plus que traduire. Il expliqua subtilement les références culturelles.
Lorsqu'un proverbe fut utilisé pour évoquer la prudence avant un engagement majeur, il en expliqua le sens symbolique. Traverser la rivière en touchant les pierres, avancer avec précaution, étape par étape. Il clarifia également certaines formulations françaises qui pouvaient paraître abruptes une fois traduites littéralement. Il reformulait, adoucissait, précisait. Les discussions devinrent plus fluides, les regards moins fermés. Les stylos reprirent leurs notes avec davantage d'assurance. Les heures passèrent. À 4 heures du matin, la fatigue était visible sur les visages. Mais l'atmosphère avait changé. Elle n'était plus électrique, elle était constructive. Finalement, après une dernière vérification des termes, l'investisseur principal se redressa. « Nous sommes d'accord. » Un silence, puis un souffle collectif de soulagement. Sophie s'appuya contre son fauteuil, laissant échapper une respiration qu'elle retenait depuis des heures. Puis elle regarda Julien. « Vous venez peut-être de sauver cet accord. » Il baissa modestement les yeux. « J'ai simplement clarifié ce qui était déjà là. » Mais au fond de lui, il savait que s'il était resté dans le couloir, tout aurait pu basculer autrement. Dans les jours qui suivirent, Sophie demanda à le revoir. Cette fois, pas en uniforme. Dans son bureau lumineux, elle lui posa des questions sur son parcours. Julien parla de l'Université de Lyon, de sa passion pour la linguistique, de ses rêves d'autrefois. Il évoqua Chloé sans entrer dans les détails, mais avec une sincérité évidente. Sophie l'écouta sans l'interrompre. « Pourquoi n'avoir jamais mentionné vos compétences ?» demanda-t-elle. Julien esquissa un sourire discret. « Personne ne m'a jamais posé la question. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. 2 semaines plus tard, on lui proposa officiellement un poste de conseiller culturel et consultant pour les partenariats internationaux. Formation interne, contrat révisé, bureau attribué. Il hésita. Le syndrome de l'imposteur s'invita brièvement. Était-il vraiment à la hauteur? Puis il repensa à cette nuit-là, à la précision de ses traductions, à la confiance dans les yeux des investisseurs. Il accepta. La transition ne fut pas instantanée, mais progressive. Il suivit des formations sur la stratégie commerciale, les négociations internationales, la communication interculturelle. Il travailla dur comme il l'avait toujours fait. Ce qui le frappa le plus ne fut pas le changement de salaire, ni le bureau vitré. Ce fut le regard des autres. On frappait désormais à sa porte pour lui demander conseil. On sollicitait son analyse avant d'envoyer des propositions à l'étranger. Même l'interprète de la réunion initiale vint le remercier, reconnaissant que la pression l'avait dépassé ce soir-là. Julien ne chercha jamais à humilier qui que ce soit. Il savait ce que signifiait être vulnérable sous le regard des autres. Un après-midi, il emmena Chloé visiter les locaux. Elle tenait sa main avec excitation en traversant le hall immense. « C'est ici que tu travailles maintenant ?» « Oui. » Elle regarda autour d'elle, impressionnée par les écrans géants et les salles lumineuses. « Je savais que tu pouvais réparer de grandes choses aussi. » Ces mots valaient plus que n'importe quelle promotion. Quelques mois plus tard, lors d'un événement célébrant officiellement le partenariat, Sophie monta sur scène devant des centaines d'employés. Ce succès, dit-elle, nous rappelle que le talent ne se limite pas au titre inscrit sur une carte de visite. Elle raconta brièvement l'histoire de cette nuit décisive, puis elle invita Julien à la rejoindre. Les applaudissements furent longs, sincères. Julien prit le micro, légèrement intimidé. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai simplement utilisé une compétence que j'avais gardée vivante. Nous avons tous des talents, parfois invisibles, et nous avons tous le pouvoir d'aider, à condition d'oser faire un pas en avant. » Il marqua une pause. « Mais nous avons aussi la responsabilité de voir les autres, de poser des questions, de reconnaître la valeur qui ne saute pas aux yeux. » Son intervention inspira la création d'un programme interne visant à identifier les compétences cachées au sein du personnel. Des employés commencèrent à révéler des talents insoupçonnés. Langues étrangères, compétences numériques, expériences internationales. Chez lui, Chloé accrocha un article parlant de son père sur le réfrigérateur. « T'es célèbre !» déclara-t-elle en riant. « Je suis juste ton papa », répondit-il doucement. Un soir, alors qu'il l'abordait, elle lui posa la question qui comptait vraiment. « Tu as eu peur quand tu as frappé à la porte ?» Il réfléchit quelques secondes. « Oui, très peur. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est décider que quelque chose est plus important que cette peur.
Elle hocha la tête, pensive, puis s'endormit paisiblement. La vie ne devint pas parfaite. Il y avait encore des défis, des échéances, des responsabilités lourdes, mais il y avait un sens nouveau, une dignité retrouvée. Et chaque fois qu'il croisait l'équipe de nuit, il prenait le temps de saluer chacun par son prénom. Parce qu'il savait que derrière chaque uniforme se cache une histoire, une compétence, une lumière qui attend d'être reconnue. La véritable leçon de cette histoire est simple. Ne sous-estimez jamais votre valeur, même si le monde semble ne pas vous voir. Continuez à cultiver vos talents en silence s'il le faut. Un jour, l'opportunité frappera et vous devrez être prêt. Et surtout, apprenez à regarder autour de vous. Le prochain héros discret pourrait être juste à côté. Si cette histoire vous a touché, si elle vous rappelle que le courage et la persévérance peuvent transformer une vie, alors soutenez-la. Abonnez-vous, laissez un like et partagez-la et écrivez en commentaire ce talent caché que vous portez en vous, parce que chaque histoire mérite d'être entendue. Et la vôtre pourrait inspirer quelqu'un dès aujourd'hui.